Alors, on démarre une nouvelle leçon de thermodynamique, celle qui va concerner les changements d'état physique d'un corps pur. Donc, l'idée, en fait, c'est qu'on va faire de la thermodynamique, premier principe, second principe, mais appliqué, on va dire, à une catégorie de transformation plus large, puisque ces transformations, elles vont inclure un changement d'état physique. Alors, un corps pur, on ne s'intéresse pas au mélange, on s'intéresse qu'au corps pur. Hein, voilà. Un corps pur, donc formé d'une seule espèce. Voilà, peut exister dans différents états physiques. Alors le mot état, donc jusqu'à présent, on l'avait employé au sens état thermodynamique d'équilibre, d'accord. Donc là, pour l'instant, le mot état, au moins temporairement, on va l'employer dans le sens de état physique. Donc les états physiques, on les connaît, solide, liquide, gaz, d'accord. Alors, au niveau donc simplement du vocabulaire, changement donc d'état physique, voilà, je vous ai mis ici les différents noms quand on passe d'un état physique à un autre. Je crois que c'est des choses que vous avez déjà vues, je crois, dans des classes antérieures. Voilà, ce qui peut porter à confusion, c'est les deux transformations qui vont vers un état liquide, d'accord, puisqu'à ce moment-là, le nom, fusion, liquéfaction, il faut la fusion, donc on part d'un solide, d'accord, on va vers un liquide. La liquéfaction, on part d'un gaz, on va vers un liquide, d'accord. Il faut essayer de ne pas confondre les deux. Bon, la solidification et la vaporisation, ça ne pose pas de problème, d'accord. Alors on peut passer indirectement d'un solide à un gaz, on le verra. Alors pour passer d'un solide à un gaz, c'est la sublimation. Et puis pour passer d'un gaz à un solide, la transformation s'appelle la condensation. Ce qui est peut-être un petit peu étonnant parce que on sait que quand la vapeur d'eau se condense en eau liquide, on utilise aussi le mot condensation. Voilà, si vous me dites que la vapeur d'eau se condense en eau liquide, je ne vous compterai pas faux, bien que normalement le terme correct ce serait plutôt liquéfaction. Voilà, donc sur ce vocabulaire ici. Alors, on revient au texte. Donc, un système fermé d'un corps pur, constitué de sous-systèmes dans lesquels la matière se trouve dans des états physiques donc différents, est dit polyphasé. Alors, ce qu'il faut voir, c'est qu'on va avoir affaire à des systèmes où, au moins peut-être pendant la transformation, on aura une coexistence entre deux phases, c'est-à-dire entre liquide et solide, par exemple, ou entre liquide et gaz. Voilà, d'accord. Chacun des systèmes précédents, donc le liquide d'un côté et le gaz de l'autre, par exemple, constituant ce qu'on appelle une phase. Voilà, d'accord. Alors, regardons un petit peu ce que... Pardon. Alors, voilà donc ce qu'on peut mettre dans votre cours. Voilà, donc typiquement, vous avez par exemple ici une phase vapeur et une phase liquide. C'est la transformation qu'on aura plus souvent à faire parce que c'est la transformation qui intervient dans les centrales nucléaires, centrales thermiques, etc. Donc une phase vapeur, une phase liquide, d'accord. Voilà. Alors, j'attire votre attention sur le fait que, conformément à ce qu'on a dit, quand on est à l'équilibre thermodynamique, la température de l'ensemble est uniforme. D'accord ? Donc la température de la phase vapeur, c'est la température de la phase liquide. Il n'y a pas de paroi entre les deux. Donc forcément, on a équilibre thermique, donc égalité des températures. D'accord ? Température uniforme à l'échelle de ce système, donc diphasé, parce qu'il y a deux phases. De même, il n'y a pas de cloison entre les deux phases. Et si le système est assez petit, on supposera bien que c'est le cas, la pression est uniforme. D'accord ? Donc la pression de la phase vapeur, c'est la pression de la phase liquide. Okay ? On aurait peut-être tendance à penser que comme la densité n'est pas la même, donc attention, ça, il faut quand même bien avoir ça en tête, pas que, même température et même pression dans un système donc de coexistence vapeur liquide ou liquide solide, etc. Voire solide vapeur. Alors, si on revient un petit peu au texte, qu'est-ce que je vous dis Alors, chacun des systèmes précédents donc, constitue une phase. Donc, le liquide d'un côté, c'est une phase. La vapeur, alors vapeur et gaz, c'est la même chose.
Simplement, quand on est sur des changements d'état, on parle plutôt de vapeur que de gaz. Voilà. Voilà, donc le liquide d'un côté, c'est une phase, la vapeur de l'autre, c'est une autre phase. Donc, alors, ce qu'on va dire, on a déjà un petit peu parlé de phase. Hein, voilà, donc une phase d'un système thermodynamique, on va le définir, hein, c'est un sous-système. Hein, donc, tous les paramètres thermodynamiques intensifs, pression, température, masse volumique, etc., sont continus. Donc, en d'autres termes, hein, entre deux phases, il y a discontinuité d'au moins un paramètre intensif. Voilà, d'accord. Alors, si on revient à notre système de tout à l'heure, comme je viens de vous le dire, la température et la pression sont uniformes à l'échelle de ce système diphasé. Donc, la température n'est pas discontinue, la pression n'est pas discontinue. Ce qui va être discontinu, quel paramètre intensif va être discontinu, on sent bien que c'est la masse volumique. Hein, d'accord. Alors, la masse volumique de l'air, je vous rappelle, en gros, c'est 1,2 kg, vous pouvez la calculer par PV égale nRT, hein. C'est 1,2 kg à peu près dans les conditions normales, température et pression, hein, par mètre cube. Et l'eau, on sait que c'est à peu près 1 tonne par mètre cube. Donc ça donne à peu près une idée de la différence. Un gaz a une masse volumique bien moins élevée qu'un liquide. Voilà, donc la grandeur donc, intensive qui va être discontinue, hein, c'est par exemple, alors j'ai noté ρ, donc la masse volumique. Alors voilà, hein, pour définir donc, cette masse volumique, par exemple dans la phase liquide, bon, j'ai pris un petit volume ici. Voilà, la masse de ce petit volume, c'est delta ml, et ce petit volume, sa valeur, c'est delta V. Voilà, donc si je fais delta ml sur delta V, c'est la masse volumique du liquide. Et de même, si on prend un petit volume de la phase vapeur, petit volume delta V, et si la masse de vapeur qui est à l'intérieur, c'est delta mv, voilà, ce rapport-là, donc c'est la masse volumique de la phase vapeur. Et donc, il y a un rapport quand même assez élevé entre les deux, et donc c'est la grandeur intensive qui est discontinue entre les deux phases. Alors, ce qu'on considère aussi, on va plutôt considérer ça en termes des changements d'état, c'est le volume massique. C'est donc tout simplement l'inverse. Alors, on va voir qu'en fait, on va se ramener, parce que ces grandeurs sont en fait extensives, hein, le volume est extensif, puis d'autres le sont également, on va se ramener donc à une grandeur massique, on va diviser par la masse. Donc en fait, là, si je prends le rapport inverse, hein, alors les grandeurs massiques sont toujours notées avec une petite lettre, hein, petit grand V c'est le volume, petit v c'est le volume massique, voilà, donc c'est le volume rapporté à la masse qu'il contient, d'accord. Donc soit pour la phase liquide ici, et soit pour la phase vapeur, hein, voilà. Évidemment, ce volume massique est aussi discontinu. Voilà. Alors, on va décrire, hein, pour l'instant, on a un gros chapitre de description, hein, des changements d'état. Ensuite, évidemment, on aura besoin de ces descriptions pour faire de la thermo dessus. Hein, et donc, il faut quand même bien les connaître. Mais, voilà, il n'y a pas d'équation. Hein. Alors, diagramme des changements d'état d'un corps pur. J'aurais dû mettre même un S, parce que les diagrammes, il y en a avoir pas mal. Voilà. Alors, on va regarder d'abord les courbes isothermes de l'équilibre liquide-vapeur. C'est surtout là-dessus qu'on va... je vais illustrer ça, sachant que ce qui va être valable pour l'équilibre vapeur, ensuite va être valable aussi pour les autres équilibres, essentiellement. Voilà. Et puis ensuite, c'est celui-là, je dirais, qui nous intéressera le plus, hein, d'un point de vue, on va dire, technologique. Alors, on considère donc un corps pur, donc voilà, un corps pur, donc de l'eau par exemple, hein, donc à l'état gazeux, d'accord, auquel on va faire subir une compression isotherme. Hein. Alors isotherme, ça veut dire quoi? Ça veut dire que cet échantillon de gaz, on le place en contact thermique via évidemment un récipient, hein, en contact thermique avec un thermostat, d'accord, qui peut être constitué justement d'un mélange diphasique, comme on l'avait dit un petit peu au début de ce cours, voilà, et on va faire une évolution très lente, de manière à ce que la température du système qu'on est en train de comprimer soit en permanence égale à la température de ce thermostat. D'accord. On sait que quand on comprime un système, on a tendance à le chauffer, hein, parce que globalement, la transformation est assez rapide, et donc une transformation rapide, elle est souvent elle est adiabatique, parce que les transferts thermiques n'ont pas le temps de se faire. Donc on peut considérer toujours qu'une transformation, si elle est ne serait-ce qu'un tout petit peu plus rapide que le temps que mettent les transferts thermiques à se faire, on peut la considérer comme adiabatique. Hein. Voilà. Donc voilà, et ensuite donc, on va avoir rétablissement donc, de la température par transfert thermique, hein, entre le système et le thermostat.
On représente donc les différents états thermodynamiques d'équilibre, hein, successifs, donc cette fois-ci c'est état au sens précédent, hein, dans un diagramme donc pression-volume. Voilà, on va regarder ça. On obtient alors une courbe de points qui sont tous à la même température, donc de points qu'on appelle isothermes, hein, et cette courbe on l'appelle une isotherme. D'accord, une courbe isotherme, une isotherme. Si je change de thermostat, donc je change en gros sa température, hein, je vais obtenir une autre isotherme, et si on change, voilà, si on prend plusieurs thermostats, on va obtenir un réseau d'isothermes, plusieurs isothermes, pour un même corpus. Alors comment on va représenter ça? On ne va pas représenter en fait le volume de l'échantillon, mais on va représenter son volume massique. Hein. Pourquoi? Parce que d'un point de vue pratique, ça nous sera plus utile. Et en fait, on s'aperçoit que si vous prenez, je sais pas, vous faites la manip avec 1 kg de gaz, ou vous faites la manip avec 5 kg de gaz, que vous représentez les mêmes isothermes avec les mêmes températures, mais que vous mettez, donc au lieu de mettre le volume à chaque fois des 5 kg ou des 1 kg, vous mettez le volume massique, vous apercevez qu'en fait, le réseau d'isothermes est le même. Hein, aussi bien pour l'échantillon de 1 kg que de 5 kg. Hein, donc ça veut dire que voilà, si on change la masse, et si on ramène donc le volume à la masse, en fait, on va systématiquement trouver le même réseau d'isothermes. Donc c'est utile, puisque si je me donne un réseau d'isothermes, je peux à ce moment-là l'utiliser, quelle que soit la masse de l'échantillon que je vais ensuite traiter, que je vais étudier, dont je vais prévoir l'évolution, etc. Puisqu'à ce moment-là, le volume massique, il suffira de le multiplier par le volume du système que je suis en train d'étudier pour avoir le volume du système que je suis en train d'étudier, justement. Voilà, d'accord. Donc le réseau d'isothermes est invariant dans les variables petit v, p. Hein, donc toujours, je répète, les minuscules, c'est pour les grandeurs massiques. D'accord. Voilà. Petit v, donc c'est un paramètre intensif, comme on l'a déjà dit. D'accord. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Hein, on va faire voilà, on va d'abord faire un dessin. Alors, je vais récupérer un petit peu mes dessins. Voilà. Bon. Que j'oublie rien du tout. Ok, c'est bon. Ça marche. Alors, on va faire le dessin ici. Voilà. Donc, ce gaz-là, hein, on se met ici donc, dans un état gazeux. Donc, en gros, le volume va être important pour un gaz. Hein. On va le comprimer, d'accord, on va réduire son volume. Donc, on part ici à l'état gazeux. Donc, à l'état gazeux, on a une isotherme. Donc, en gros, on a c'est en gros un gaz parfait. Hein. PV égale NRT égale constante. D'accord. Donc, voilà. Donc, évidemment, si je diminue le volume, j'augmente la pression. Hein. Donc, voilà, comme ça. Je vais démarrer ici d'un état que je vais appeler A. Voilà. Hein. Voilà, donc j'augmente la pression en diminuant le volume, d'accord. Et puis il va y arriver donc un moment où on va avoir une rupture de pente. Hein. Donc il va se passer la chose suivante. Voilà. D'accord. Donc là, on va arriver donc à un état B. Pardon. Un état B. Voilà. Où il va se produire une rupture de pente. D'accord. Et lorsqu'il va se produire cette rupture de pente, on va voir apparaître en fait la première goutte de liquide dans le système. D'accord. Voilà. Et ensuite, à mesure qu'on diminue le volume, d'accord, à mesure qu'on diminue le volume, la pression ne va pas varier. D'accord. Et puis, la phase liquide va évidemment prendre de l'importance, d'accord, par rapport à la phase vapeur qui va en perdre. Ok. Hein. Et comme évidemment elle est beaucoup plus dense, la phase liquide, et globalement, le volume ici va diminuer. D'accord. Hein. Donc, je répète, par disparition de la phase vapeur et par apparition progressive et beaucoup plus lente, hein, en termes de volume, hein, de la phase liquide. D'accord. Et on va rester donc à pression constante. Donc, on comprime ce système. Donc, le gaz, en gros, se transforme en liquide. Hein, jusqu'à donc un certain point. Je vais représenter ici. Alors, j'aurais peut-être dû le faire un petit peu plus long. Je ne sais pas si je vais arriver à récupérer mon truc, là. Bon. Voilà. Pas trop mal. Voilà. Et ensuite, on va arriver à un point ici, C, où va disparaître la dernière bulle de vapeur. D'accord. Voilà.
Et donc ensuite, voilà, on a la dernière bulle de vapeur, et ensuite ici, on va avoir plus qu'un liquide si on comprime, et là, on va partir donc avec une pente quasi verticale, hein. Là, bon, beaucoup plus en tout cas, voilà, une pente une pente très élevée. Je vais, c'est une quasi verticale que je dessine pas comme ça, bon, parce que sinon on n'y verrait rien. Voilà. Et là, on va être dans un système donc purement liquide, et j'ai un point ici que je vais appeler D. Voilà. Ok. Alors ensuite, je vais passer en vert. Voilà. Donc ici, donc au point A, hein, donc là, on a l'état donc vapeur, gaz, hein, d'accord. Voilà. Ici, on a la coexistence, donc liquide plus vapeur, d'accord. Et là, on a uniquement la phase liquide. Voilà ce qui se passe ici, d'accord. Voilà. Voilà, donc c'est ce que j'ai marqué dans le cours, hein. Alors, ce qu'on va déjà ici mettre, hein, je ne sais pas dans quelle couleur je vais le mettre, comme ça. Toc. Voilà, donc là, ici, hein, alors ici on est à une température, je crois que je l'ai fait en bleu, ouais. On est à une température, mettons T1, d'accord. Attendez, je vérifie quelque chose. Ouais, c'est bon. Donc on est ici à une température donc T1, donc là, on est partout à cette température T1, d'accord. Et ici, donc là, c'est ce qu'on va appeler un palier de changement d'état. Hein. Ça, c'est un palier, d'accord, puisque, bon, dans ce diagramme PV, ça paraît comme quelque chose d'horizontal. Donc ici, on va appeler ce qu'on a la pression de vapeur saturante à température T1. Donc c'est la pression du système lorsqu'il y a coexistence liquide plus vapeur avec la température T1 qui est maintenue. D'accord. Alors, j'attire votre attention peut-être tout de suite sur le fait que dans ce système-là, ce qu'on avait dit pour des systèmes monophasés, on avait dit on a une équation d'état, même si on ne sait pas l'écrire, elle existe toujours. Ce qui fait que si j'ai un système qui est à une température donnée, à une pression donnée, il sera forcément à un volume donné. Le volume est fonction de la pression et de la température. D'accord. Alors vous voyez qu'ici, ça n'est plus du tout le cas. Hein. Vous voyez que là et là, ces deux points ici, qui correspondent donc à des volumes massiques qui sont ce qu'ils sont, d'accord. Premier volume massique ici 1, deuxième volume massique ici 2, avec des proportions de gaz et de liquide qui sont ce qu'elles sont. Donc ces deux, ça va être des états. Hein. Voilà, cet état que je peux appeler ici E1 et cet état que je peux appeler ici E2, ces deux états-là sont à même pression, même température, mais leur volume n'est pas le même. Hein. Et j'ai rien qu'aussi la proportion gaz-liquide n'est pas la même. D'accord. Donc attention, hein, les équations d'état telles qu'on les connaît, ça ne marche plus quand le système est diphasique. Alors, donc, j'ai écrit ici, alors on ne peut pas l'avoir en même temps, voilà. Hein. Donc, voilà, donc ici, AB, d'accord. Donc, si vous regardez la figure que vous avez écrite, hein, AB, donc on a compression isotherme d'un gaz, donc, en gros, je répète, PV à peu près égale à constante. En B, donc, apparaît donc, la phase liquide, donc la première goutte qui apparaît en B, d'accord, avec, donc, je répète, hein, on a ici une rupture de pente. D'accord, donc représentez-le bien comme ça, c'est pas un truc qui est un peu mou, hein. Voilà, c'est vraiment une rupture de pente. D'accord. Alors cette courbe sera très importante, hein. On aura toujours à la redessiner en fait. Dès qu'on va avoir un problème de changement d'état, il faudra évidemment redessiner cette courbe parce qu'il faudra y porter les états, etc. Hein. Il y a plus de, on verra qu'on ne peut plus faire l'algèbre avec les changements d'état. Hein, on est vraiment sur des courbes, voire sur des surfaces, hein, et on repère les choses, c'est graphique. Voilà. En BC, donc sur de B à C, on a coexistence donc, du liquide et de la phase vapeur, d'accord, avec, comme je vous l'ai dit, disparition progressive de la phase vapeur, à mesure que le volume diminue, hein, et apparition progressive de la phase liquide. D'accord. La pression donc, du système ne dépend pas du volume, hein, du volume massique. D'accord. Voilà. Et donc, de ce fait, on parle d'un palier de changement d'état. Hein, donc, cette pression, j'ai noté P indice V de T. On va dire des choses dessus ensuite. En C, il y a la disparition de la dernière bulle de vapeur. D'accord. Et CD, c'est la compression isotherme d'un liquide.
Donc voilà, donc une courbe qui est quasi verticale, on ne représente pas verticalement, mais voilà. Ok. Alors, ce qu'on voit ici, donc tant qu'il y a coexistence de la phase liquide et de la phase vapeur, donc on est sur ce palier de changement d'état, la pression reste fixée à une valeur qui ne dépend que de la température. Alors ça porte le nom de pression de vapeur saturante. Alors, saturant, ça veut dire quand il y a coexistence. Liquide saturant, ça veut dire que on est à la limite de son changement d'état quand on parle de liquide saturant. Ok. Alors, vous voyez que cette courbe que j'ai tracée, alors je l'ai tracée à l'envers, certes, mais dans le sens dans lequel je l'ai tracée, je l'ai tracée dans ce sens-là, elle est montante, globalement. D'accord. Donc, ce qui fait que si je la lis dans le bon sens, elle est décroissante. D'accord. Alors, bon, je ne sais pas dans quel sens il faut le retenir. Ce qu'on va donc remarquer ici, c'est que voilà, là, je me place sur cette portion d'isotherme, donc AB. D'accord. Vous voyez que un gaz, je ne peux pas le comprimer à plus que la pression que j'ai en B, c'est-à-dire la pression PV de T1, la pression de vapeur saturante à la température de cet isotherme. D'accord. Je ne peux pas le comprimer à plus, d'accord, puisqu'ensuite la pression va se stabiliser et il va se transformer en liquide. D'accord. Donc ça veut dire que ce PV de T1, c'est la pression du changement d'état, c'est la pression qu'on observe donc, sur le changement d'état, c'est-à-dire que lorsqu'il y a coexistence liquide plus vapeur à la température T1, mais c'est aussi la pression maximale à laquelle peut exister le gaz à température T1. D'accord. Alors il peut exister donc soit une température strictement inférieure, et soit une pression strictement inférieure, d'accord. Soit il peut exister en gros à cette pression-là, mais à cette pression-là, il est déjà en train de se transformer en liquide, en gros. Sauf s'il est là, mais on est à la limite de la transformation en liquide, d'accord. Donc la pression de vapeur saturante AT1, c'est la pression maximale à laquelle peut exister un gaz de température T1. Vapeur, c'est pareil. D'accord. Alors, vous voyez qu'également, si je regarde de ce côté-là de la courbe, la pression de vapeur saturante AT1, c'est la pression minimale à laquelle peut exister le liquide à la température T1. D'accord. Donc, un liquide, je peux le comprimer autant que je veux. D'accord. Je peux le monter en pression autant que je veux. Enfin, en tout cas, dans le diagramme. Mais là, je ne peux pas baisser sa pression. Je ne peux pas baisser sa pression en dessous de ça. Sinon, la pression au minimum, elle vaut PV de T1, et puis il y a progressivement un changement d'état en vapeur. D'accord. Voilà, donc pression, c'est PV de T1, c'est aussi la pression minimale à laquelle peut exister le liquide. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, voilà, on peut pas, comment dirais-je, on peut pas détendre un liquide autant qu'on veut. On ne peut pas le mettre à une pression si basse qu'on veut, parce qu'à un moment, il va se transformer en gaz. Voilà ce que ça veut dire, d'accord. Et pareil pour le gaz, on ne peut pas le comprimer autant qu'on veut, c'est un moment il va se transformer en liquide. Voilà. D'accord. Alors, pourquoi ça ne veut plus marcher? Oui, c'est bon. Voilà, d'accord. Donc c'est ce que je vous dis ici. Donc PV de T, c'est la pression maximale à laquelle le gaz peut exister à température T. PV de T, c'est la pression minimale à laquelle le liquide peut exister donc à température T. Voilà, pression maximale à laquelle le gaz peut exister, pression minimale à laquelle le liquide peut exister à la température T. Voilà. Alors, on va en dessiner d'autres. J'ai fait une bêtise. Voilà, alors ici, ce que vous allez pouvoir prendre, voilà, donc ici j'ai une première, isotherme ici, d'accord, donc c'est simplement celle que vous avez tracée a priori, voilà, vous pouvez le refaire. Donc je suis à température T1, j'ai le volume massique ici, j'ai la pression de vapeur saturante à T1, donc ici voilà, ça c'est ce qu'on a fait. Bon ici éventuellement, pour moi j'avais un petit peu, voilà, j'avais mis une pente un peu faible, on peut mettre ici une pente plus élevée. Qu'est-ce qui va se passer sinon je fais la même chose, je suis en train de construire le réseau d'isotherme dont j'ai parlé tout à l'heure, je monte en température, je prends un thermostat à une température T2 supérieure à T1. Qu'est-ce qui va se passer? Alors, essentiellement, donc l'isotherme que je vais tracer, alors j'ai pas remis les points A, B, C, D, elle va être au-dessus,
de la première, d'accord, et avec un palier qui va être en gros inclus, si vous voulez, dans le précédent palier. D'accord? Vous voyez ce qui se passe ici. Hein. Voilà, donc ce palier est un petit peu plus court, ce palier qui est ici, voilà, hein, à température T2, il est plus court que le palier à température T1, et il est inclus, enfin, d'accord, voilà, il est inclus dans l'autre, et etc. Hein. Si je monte à température T3, je vais avoir un palier qui va être de plus en plus petit, et ils sont toujours, je dirais, imbriqués les uns dans les autres. Voilà, avec des isothermes qui sont toujours les unes au-dessus des autres. Hein, voilà. Donc ici, j'ai une température croissante. Voilà, donc ici, les points de rupture de pente, hein, où apparaît la première goutte de liquide, c'est ce qu'on appelle, donc tous ces points-là, on peut les réunir, vous mettez ce pointillé donc en vert, voilà. On réunit tout ça, et on appelle ça donc la courbe de rosée. Voilà, parce que la rosée, c'est des petites gouttes qui apparaissent, n'est-ce pas? Bon, après, le phénomène de rosée, ne pas confondre, je pense, avec ce qui se passe ici. Hein. Le phénomène de rosée, c'est quand même autre chose. Et puis, le phénomène de rosée, je dirais, réel, qu'on voit, c'est qu'on a en fait on a un mélange, hein, puisqu'on a la vapeur d'eau et de l'air. Hein. L'air étant lui-même un mélange, etc. D'accord. Donc, attention quand même. Bon, voilà. Ici, on ne travaille que sur un corps pur. Hein, voilà. Donc, bon, on appelle ça la courbe de rosée, mais voilà. Ça n'a qu'une analogie visuelle avec la rosée du matin. Hein. Voilà. Ok. Voilà. Donc ici, donc apparaît la première goutte de liquide. Je répète. Donc c'est tous ces points-là, tous ces points de rupture de pente ici, côté gaz, hein, côté vapeur. Hein, côté gaz ou vapeur. Donc c'est la courbe de rosée. Et les points de rupture de pente ici, là où disparaît la dernière goutte, disparaît la dernière bulle de vapeur, c'est la courbe donc d'ébullition. Donc là aussi, quand on fait chauffer une casserole d'eau et qu'elle passe à l'ébullition, bon, on voit bien qu'il y a des bulles de vapeur. Hein, voilà. Bon, après, de là à dire que... on ne va pas faire des analogies trop poussées. Hein, donc, simplement, bon, voilà, il y a encore là une analogie visuelle. Voilà, pas chercher plus loin. Hein. Voilà, courbe d'ébullition. Voilà, il y a voilà, la dernière bulle ici de vapeur qui va disparaître et ensuite avec une rupture de pente hein, sur ces points-là. Voilà, donc j'en ai mis 3. Alors, ça monte ici, d'accord? Alors là, ce que je n'ai pas représenté, donc ici, on a la pression de vapeur saturante à T1. Là, ce qu'on a ici, je vais le faire, ma foi, je l'avais fait en bleu, je vais le refaire en noir, là. Donc, à ce niveau-là, hein, voilà, et à ce niveau-là, hein, on a ici donc, la pression de vapeur saturante à la température T2, hein, voilà. Et ici, la pression de vapeur saturante à la température T3. D'accord? Voilà. Pour l'isotherme, donc AT1, l'isotherme AT2, l'isotherme AT3, etc. Voilà. Alors, revenons au cours. Alors, qu'est-ce qui se passe ici si, je dirais, on monte en température, voilà, courbe de saturation, quelques isothermes. Bon, on monte en température. Voilà. On monte en température. Les paliers vont devenir donc de plus en plus petits. Ok. Voilà. Et à un moment, eh ben, leur longueur va être nulle. Alors, bon, je vais le faire. Hein, donc, voilà. Donc, alors, ça nous donne la chose suivante. Voilà, donc vous pouvez compléter vos dessins ou en faire un autre. Voilà. Donc là maintenant, si on l'élargit encore, je dirais, notre réseau d'isothermes. Donc ici, on a toujours des deux. Alors, on est toujours à température. Donc ici, on est toujours à température croissante. Alors attendez, il faut que je move. Voilà, je ne peux pas vous montrer les choses. Donc là, d'accord, donc on est toujours ici à température croissante, d'accord, hein. Voilà, à mesure qu'on monte ici, la température croît. À mesure qu'on monte, donc les paliers ici sont toujours inclus les uns dans les autres, mais sont donc de plus en plus petits, d'accord, voilà. Et à un moment, leur longueur, si vous voulez, tend vers 0, d'accord. Et il existe une température, une dernière température pour laquelle le palier, voilà, c'est la limite, si vous voulez, pour lequel le palier, c'est la limite des paliers de longueur nulle, donc c'est réduit à un point, hein, qu'on va appeler donc ce point qu'on va appeler le point critique. Hein,
Voilà, c'est le point critique. Et la température de l'isotherme qui passe par ce point critique s'appelle la température critique. Voilà, T indice C. Voilà. Alors, donc voilà, donc, ok. Donc à ce point-là, ce point critique, se rejoint ici la courbe d'ébullition, d'accord, on avait ici, hein, la courbe d'ébullition, et la courbe de Rosé. Voilà, elles se rejoignent au point critique. Hein. Et la réunion de ces deux courbes s'appelle la courbe de saturation. D'accord. Parce qu'en fait, bon, on parle soit de liquide saturé, soit de vapeur saturante dès qu'on est sur cette courbe ici, cette courbe de saturation. D'accord. Hein, donc réunion de ces deux courbes ici, les points sur lesquels il y a des ruptures de pente, c'est donc la courbe de saturation. Et donc elles se réunissent, les deux courbes ébullition-rosée se réunissent donc au point critique. Alors ce point critique ici, en l'occurrence, hein, c'est un point d'inflexion pour cet isotherme donc, de température critique. Okay. Alors qu'est-ce qui se passe au-dessus, hein? Au-dessus de la température critique, hein, pour une isotherme donc, de température supérieure à Tc, on a une isotherme ici. Et bien cet isotherme n'intercepte plus de palier de changement d'état liquide-vapeur au sens où on l'a donné jusqu'à présent. Hein. Donc ce qui est très étonnant ici, c'est qu'on va passer progressivement, sans rupture, hein, d'un système qui est un gaz à un système qui est un liquide. Donc on a ce qu'on appelle un fluide hypercritique, d'accord, qui, entre guillemets, aux basses pressions et aux grands volumes massiques, c'est un gaz. En gros, sa densité, sa masse volumique, relève de celle d'un gaz, on va dire 1 kg par mètre cube, hein, à peu près. Voilà. Et puis, à mesure qu'on monte, hein, ici, voilà, la masse volumique du fluide, c'est pour ça qu'on parle d'un fluide hypercritique, hein, je peux plus dire vraiment que c'est ni un gaz ni un liquide, ça n'a plus de sens. Hein. La masse volumique de ce fluide va progressivement arriver vers celle d'un liquide. D'accord. Mais c'est progressif. C'est-à-dire qu'au milieu des deux, vous avez un fluide dont la masse volumique est en gros grande devant celle d'un gaz et petite devant celle d'un liquide. Et pourtant, c'est pas diphasique, c'est un fluide. Voilà. Et à mesure qu'on monte, voilà, on a toujours ce même comportement de fluide hypercritique. Hein. Voilà. Bon, donc ça, c'est pas exploité, on va dire, d'un point de vue technologique, ce truc-là, enfin en tout cas, pas à l'heure actuelle, et pas que je sache. Hein. Voilà, il faut simplement savoir que ça existe. Voilà. Donc de ce côté-là, je répète, là, on a les phases liquides, ici les phases gaz. Voilà, d'accord. Voilà, donc c'est ce que je vous ai mis, hein, pour T donc supérieur à Tc. Donc on a un fluide monophasé, hein, le long de l'isotherme. Il reste une seule phase, voilà. D'accord. Voilà. On va avoir fait le paragraphe 1. Alors, j'ai écrit ce que je vous ai dit. Hein. Donc, il existe donc une température particulière, dite température critique, Tc, au-dessus de laquelle l'isotherme n'intercepte plus la courbe de saturation, on peut le dire comme ça. Hein. C'est-à-dire qu'on n'observe plus de système diphasique lorsqu'on parcourt l'isotherme. Donc, il n'y a plus de transition liquide-vapeur, hein, mais un passage continu d'un système assimilable à un gaz vers un système assimilable à un liquide. C'est une question de masse volumique, d'accord. Alors on parle de fluide hypercritique. Voilà, le fluide est hypercritique dès que T est supérieur à Tc, quelle que soit la pression, quel que soit le volume. Voilà. Le point critique c'est la limite des paliers de changement d'état lorsque leur largeur tend vers 0, comme je vous l'ai dit. Hein. Il se trouve que c'est un point d'inflexion de l'isotherme, voilà, qu'on appelle l'isotherme critique, celle qui a température critique. Voilà, et c'est le sommet de la courbe de saturation, d'accord. Et c'est aussi, comme je vous l'ai dit, je ne l'ai pas renoté là, hein, c'est le point de réunion donc, de la courbe d'ébullition et de la courbe de Rosé. Voilà.